Les jeux de la francophonie, quel dividende pour la République démocratique du Congo? On va s'interroger aujourd'hui. Mais de l'autre côté, à l'est du pays, le sang, les larmes du peuple congolais continuent de couler. Toutes ces questions, toutes ces interrogations, toute cette réflexion, nous allons la faire avec notre invité du jour. Il s'appelle Léonard Sheye Okitundu. Il est juriste de formation, praticien du droit international. Il a fait sa formation en Suisse. Ancien ambassadeur itinérant de la République, ancien ministre des Droits humains, ancien directeur du cabinet du chef de l'État, ancien ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, et actuellement il est sénateur de la province du Sankuru et membre de la commission des relations extérieures depuis 2007. Léonard Sheye Okitundu, bonsoir. Bonsoir. Vous préférez qu'on vous appelle, qu'on dise quoi, honorable ou excellence? Sénateur. Je vous ai connu excellence. Maintenant c'est sénateur. Vous préférez honorable sénateur maintenant? Exactement, oui. Ok. Vous allez bien sinon? Oui. Ça fait des lustres, on ne s'est plus revus, on ne s'est plus rencontrés. Ben, tout à fait. Bon. J'étais en état d'observation de la situation politique, mais je ne suis pas resté inactif. Ah. On était en train de réfléchir et pour voir de quelle manière on peut contribuer efficacement au développement de notre pays, et profitant de l'expérience que nous avons dans l'exercice des affaires. Et puis voilà, mais pour l'instant, je crois qu'on reviendra tout à l'heure. Je crois que j'ai décidé de sortir de l'état d'hibernation que j'ai remarqué. C'est le mot en effet. Depuis un certain temps, pour revenir au devant de la scène avec des propositions concrètes pour voir comment participer au relèvement économique et social de notre pays. C'est ce qu'attend notre population, surtout dans le contexte actuel. J'aimerais d'abord commencer par vous remercier de l'honneur que vous nous faites de venir à Point de Vue. Mais je vous en prie. Mais justement, quand vous parlez du contexte actuel, quand vous parlez de relever la situation du peuple congolais aujourd'hui, la situation économico-sociale ou socio-économique, comment elle est aujourd'hui d'après vous? Écoutez, on traverse une période difficile. Et ça, il faut être assez objectif. Je pense que on ne peut être content en tant que représentant du peuple que si la situation, surtout particulièrement sociale, et moi, le côté social m'interpelle au premier point, et lorsque je vois notre population en souffrance, effectivement, il n'y a pas lieu d'être satisfait. Au début de l'arrivée du président Félix au pouvoir, on a remarqué effectivement un grand effort d'ouverture vers l'extérieur pour permettre d'attirer les capitaux étrangers en quête d'opportunités d'investissement, parce que l'avenir de la RDC est justement conditionné par l'attractivité de notre pays. Alors, il y a eu des efforts qui ont été entrepris, mais en même temps, une volonté du président, effectivement, de prendre certaines mesures qui vont dans le sens de l'amélioration de la situation sociale. Mais cet effort actuellement est un peu freiné par particulièrement ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. C'est pour ça que moi je considère que c'est la situation de la poule et de l'œuf qui a commencé. Quand l'on regarde très bien, je pense que le président de la République lui-même l'a dit, que si la situation continuait sans que l'on prenne des mesures énergiques,
des substitutions, la situation risque de se dégrader parce que nous avons apprécié certaines mesures importantes qu'il a initiées et que tout le monde a apprécié. Entre autres mesures. Principalement, la question de la gratuité de l'enseignement. Oui. Je crois que c'est une mesure phare. C'est très important parce que nous qui sommes élus, et moi-même je suis concerné dans ma circonscription, à plusieurs reprises, j'ai pris moi-même à charge les frais scolaires en lieu de parents dans ma circonscription, et cela pendant environ 3 ans. Et d'ailleurs, je continue à fournir un effort dans ce sens. La mesure sur la couverture santé universelle, vous savez, c'est très important. Oui. Et là, quand on n'arrive pas à se faire soigner dans un contexte performant, surtout actuellement, alors en ce moment-là, il y a un effet négatif effectivement sur la vie sociale de notre population. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Ensuite, il y a les mesures qui ont été prises en matière de décentralisation. Et la décentralisation, j'ai beaucoup apprécié le fait que le président de la République ait pris cette idée du développement local. 145 territoires. Le projet de développement local. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et parce que souvent, on croit que Kinshasa représente la République démocratique du Congo. Kinshasa, oui, peut-être l'opinion publique, mais nous qui sommes élus et qui venons de l'Interland, de l'intérieur du pays. Qui vous y rendez aussi régulièrement. Assez régulièrement. Et il faut quand même se rendre compte que la situation est particulièrement difficile. Et là, ça nécessite effectivement que l'autorité de l'État soit rapprochée des administrés et que les administrés sentent qu'effectivement ils sont gouvernés et qu'ils sont pris en compte. Que l'on prend en considération les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et là, cette mesure-là est une mesure que j'ai beaucoup appréciée. Alors, moi, surtout pour cette question de la décentralisation, c'est vraiment important. Moi, je suis par exemple l'élu du Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo. Mais c'est une province qui a carrément presque été oubliée. Et là, le Sankuru, qui même pendant la colonisation, était exportateur de produits agricoles. C'était en quelque part le grenier de la République, pas le seul, parce qu'on va aussi même à l'Équateur ou même ailleurs. Mais enfin, là, je vise particulièrement le Sankuru. Aujourd'hui, la province est enclavée. Et le Sankuru se trouve dans le Grand Kasaï, qui lui-même aussi est enclavé. Par conséquent, le désenclavement, c'est ce que j'ai toujours dit, du centre, non seulement du Grand Kasaï, mais aussi du Sankuru à l'intérieur du Grand Kasaï, permet la réunification de la République. Et par conséquent, se pose la question des infrastructures. Parce que si les infrastructures sont déficientes, alors à partir de ce moment-là, rien ne marche. C'est un appel que vous lancez en même temps? Exactement. Et c'est pour cette raison qu'il faut nécessairement que la République soit réunifiée par la route. C'est fondamental. Parce que même pour la population ne demande pas mieux. Une fois qu'elle peut se mouvoir facilement, elle ne peut rien attendre de l'État. Elle peut, en ce moment-là, même se débrouiller elle-même. Absolument. Prendre des initiatives
individuelle et même parfois collective. Pas seulement se mouvoir lui-même, mais Voilà. aussi en même temps évacuer les produits agricoles. Les produits agricoles. Voilà. Parce que si les commercer avec le voisin. Non, avec le voisin, mais aussi à l'intérieur du pays. À l'intérieur même du territoire. Voilà. La route est fondamentale. Où passe la route, le développement suit. C'est pour cette raison que ça doit être vraiment parmi les priorités des priorités du gouvernement de la République. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines mesures qui ont été prises, mais qui ont de la peine à donner leurs effets, tout simplement parce qu'actuellement, on est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que tout ce qui aurait pu permettre la mise en œuvre de mesures qui ont été prises est consacré aujourd'hui à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, la route est fondamentale. Où passe la route, le développement suit. C'est pour cette raison que ça doit être vraiment parmi les priorités des priorités du gouvernement de la République. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines mesures qui ont été prises, mais qui ont de la peine à donner leurs effets, tout simplement parce qu'actuellement, on est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que tout ce qui aurait pu permettre la mise en œuvre de mesures qui ont été prises est consacré aujourd'hui à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, par conséquent, il faut des initiatives conséquentes dans ce sens, je crois, pour que le pays soit nécessairement réunifié à travers la route, oui, mais aussi par notre boulevard naturel qui est le fleuve. Le fleuve. C'est très, très, très important. Et à partir de ce moment-là, je pense que nous pouvons recouvrer la souveraineté alimentaire et à partir de ce moment-là, donner, ça peut booster même le développement du pays. Honorable, lorsque nous avons présenté au début de cette émission, nous avons relevé que vous avez beaucoup travaillé dans la diplomatie. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes membre de la commission, depuis 2007, vous avez dit, membre de la commission des relations extérieures. Oui. J'aimerais poser cette question. Aujourd'hui, regardez, vous avez évoqué aussi, par exemple, au tout début, tous les voyages effectués par le président de la République pour remettre la RDC dans le concert des nations, comme on dit, pour effectuer cette ouverture à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Par rapport, on va parler en termes de résultats, mais aussi en termes d'espoir par rapport à tous ces voyages du président de la République. Vous pensez que sur le plan diplomatique, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est suffisamment bien assise? Je crois que le chef de l'État a vraiment fait preuve d'un activisme diplomatique spectaculaire qu'il faut saluer, mais qu'il faut continuer. Parce que la diplomatie, c'est une autre manière de mener la guerre. Absolument. Vous savez, la guerre, on sait comment on la commence, ouais, mais on ne sait pas comment, jamais comment finir. Elle se termine. Ouais. Et qui sont victimes de la guerre, ce sont nos populations. Donc s'il y a moyen de régler le conflit par la diplomatie, alors mieux vaut privilégier la diplomatie plutôt que la guerre. Donc les efforts du chef de l'État à travers le monde, c'est non seulement pour permettre l'ouverture de notre pays vers l'extérieur, attirer des capitaux en quête d'opportunités d'investissement, mais en même temps plaider pour la République démocratique du Congo afin que nous bénéficions de la solidarité internationale pour régler la question de l'Est, de la guerre à l'Est, sur le plan diplomatique. Bon, mais là, effectivement, se pose le problème. Moi, je pense que dans la situation actuelle, quand on regarde ce qui se passe à l'Est, il faut nécessairement
poursuivre la montée en puissance dissuasive des forces armées de la République démocratique du Congo, parce que personne ne pourra défendre l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo en notre place. Même quand on a fait appel aux forces de l'EAC, aux forces de la SADC, bon, non, vous pensez écoutez, c'est pas suffisant. L'adhésion à l'EAC, oui, par exemple, tout comme notre appartenance à la SADC, ces organisations, elles sont là parce que nous sommes la République démocratique du Congo au cœur du continent. Par conséquent, la République démocratique du Congo est condamnée à la multi-appartenance. Okay. Donc c'est tout à fait normal que nous appartenions à toutes ces organisations-là. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui croient que, bon, il y a des organisations de plus. Non, pas du tout. Nous devons avoir une ouverture vers l'Est, nous ouvrir vers l'océan Indien, parce qu'il y a aussi un potentiel important de croissance de ce côté-là. Mais aussi, ça, même notre constitution nous oblige à œuvrer pour l'unité africaine. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que nous avons signé la SLECA, la zone de libre économique continentale. Parce que la libre circulation des biens et des personnes, oui, est aussi facteur de développement. Par conséquent, c'est tout à fait normal. Mais là aussi, il y a un volet sécuritaire dans ces organisations oui, internationales. Oui. Mais quand on parle de tout ça, et qu'on évoque la ZLECAf, il y a des interrogations qui surviennent. Par exemple, est-ce que la RDC aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui ne produit pratiquement rien, est-ce qu'elle est en même aujourd'hui de se mettre face aux autres pays d'Afrique, même les pays les plus proches de nous, les 9 pays frontaliers? Est-ce que nous pensons qu'avec eux, quand les choses vont se mettre en marche au niveau de la ZLECAf, est-ce que nous serons prêts à ce rendez-vous du donner et du recevoir? Est-ce que nous avons à donner? Bon, là encore une fois... ne serions-nous pas encore une fois en train de ne faire que importer les produits des autres sans en exporter? Il y avait un débat important sur cette question, et moi-même j'ai été signataire de cet accord. Mais on a l'occasion de vous avoir ici. Parlez-nous-en. Au Rwanda. Oui. Simplement, la signature, c'est une promesse. Un accord de principe. Un accord de principe. Oui. Mais un tel accord doit nécessairement bénéficier de l'accord de la représentation nationale, donc le Parlement. Le Parlement. Donc, c'est un accord qui est soumis à ratification, et cette ratification est conditionnée par l'autorisation du Parlement. Mais on ne pouvait pas ne pas signer cet accord de principe. Signer cet accord pour montrer que la République démocratique du Congo doit contribuer à vocation à construire l'Union africaine. Et c'est important parce qu'effectivement, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un potentiel important de croissance. Mais il y a des clauses de sauvegarde. Oui. C'est-à-dire que nous pouvons aller de manière graduelle et voir dans quelle mesure nous pouvons éviter que nous soyons le dépotoir, comme certains ont dit. C'est ça la crainte, la crainte partagée par de nombreux citoyens congolais. Simplement, ce n'est pas pour rien qu'il y a un office congolais de contrôle. Oui. N'importe quel produit ne peut pénétrer en République démocratique du Congo sans subir un contrôle assez important en matière de standards qui sont prévus. Donc, mais le fait que la RDC puisse être membre de la ZLECAf est plutôt positif. Plutôt salutaire pour la République démocratique du Congo. Tout à fait. Nous restons dans le secteur des relations extérieures.
des Affaires étrangères, qui est vraiment votre domaine. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus en profondeur. Il y a eu ce voyage, justement, nous l'avons annoncé, du président de la République en Chine. Beaucoup d'espoir autour, parce qu'il venait consécutivement au rapport de l'inspection générale des finances par rapport au contrat chinois, toutes les incorrections, on va dire comme ça, qui ont été décelées dans ce contrat, qui appelait une revisitation. Alors, tous les Congolais s'étaient dit, ok, voilà, le président de la République, il va faire changer les choses, il va faire changer les clauses de ce contrat, et voilà, désormais d'ailleurs, il y en a qui disaient carrément, il va négocier 50-50 avec la Chine, ça ne sera plus comme avant. Il y a tous ces espoirs, et quand le président revient, effectivement, il ne tient pas de point de presse, il ne s'adresse pas aux citoyens congolais, et tout le monde y va de son explication, tout le monde y va de son interprétation. Et moi, j'aimerais avoir là, maintenant, l'interprétation du diplomate que vous êtes. Mais qu'est-ce que le Congo peut espérer tirer de ce voyage d'après vous? Comment vous l'avez analysé? Vous savez, la Chine aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, est un pays incontournable. Je l'ai souvent rappelé, nous n'allons pas copier le modèle chinois, mais nous devons nous en inspirer. Oui. Parce que la République populaire de Chine, il y a 20 ans, était encore un pays presque arriéré. La population était encore très pauvre, parfois même plus pauvre que... Plus arriéré que nous le sommes aujourd'hui, nous. En République démocratique du Congo. Oui. Mais voilà que ce pays a fait un bond de géant jusqu'à devenir, en tout cas, la deuxième puissance économique du monde, si pas... La première. La première. Oui. Dans les circonstances actuelles, parce que quand on regarde le concurrent de la République populaire de Chine aujourd'hui sur le plan international, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais quand on regarde très bien, même tous les fonds de pension aux États-Unis appartiennent aujourd'hui aux Chinois. Aux Chinois. Et d'ailleurs, si l'on regarde en Europe, le premier partenaire européen chinois en Europe, c'est la première puissance économique européenne qu'est l'Allemagne fédérale. Mais en même temps, la Chine est aussi un pays émergent. C'est vraiment l'exemple par excellence d'émergence. Alors, il appartient aux BRICS. Oui, appartient aux BRICS. Et qu'ont fait les Chinois? Les Chinois ont tiré les conséquences de la chute du mur de Berlin. Et quand, rappelez-vous, le monde était divisé en deux blocs, le monde communiste d'un côté et le capitalisme de l'autre. Oui. Alors, lorsque le communisme est tombé en URSS, les Chinois ont anticipé. Ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas subir ce qui s'est passé en Russie. Alors, ils ont libéralisé l'économie à leur manière, en ouvrant leur économie aux capitaux extérieurs pour que les investissements extérieurs puissent profiter au peuple chinois. En offrant aussi des facilités. C'est-à-dire, oui, effectivement, en accordant énormément de facilités. Pour le gouvernement chinois, c'était quoi? Tout ce qui pouvait venir en Chine, créer des emplois, créer des richesses pour que la population ne dépende pas de l'État, était le bienvenu. Oui. Et c'est comme ça que les Chinois ont procédé. Et quand ils ont attiré les capitaux extérieurs, ils ont en même temps tout fait pour peut-être pas copier la technologie occidentale, mais en même temps, ils en sont inspirés. Mais ils ont cherché à dépasser aussi. Et jusqu'à créer des entreprises qui sont devenues concurrentielles. Des entreprises européennes. Des entreprises et américaines. Européennes, tout en relevant le niveau de vie des Chinois. Mais le pouvoir est resté monolithique. C'est ce qui fait l'originalité du gouvernement chinois
Aujourd'hui, Oui. vous vous retrouvez avec un parti communiste omnipotent, mais avec une économie Une économie plutôt ouverte. ouverte Oui. vers l'extérieur. Oui. L'écrivain américain d'origine japonaise Fukuyama disait, lorsque le mur de Berlin a tombé, que c'était la fin de l'histoire. Autrement dit, maintenant que le mur est tombé, il ne reste plus comme modèle de gouvernance du monde entier que la démocratie libérale et l'économie de marché. Mais là, les Chinois ont prouvé qu'on pouvait libéraliser l'économie tout en restant ferme Voilà. sur le plan En gardant certains verrous. politique. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, et on a appelé à l'époque la Chine l'atelier du monde. Et c'est comme ça, Oui, avec tout ce qu'il y avait comme mesure de délocalisation des entreprises Les entreprises occidentales européennes, vers, tous allaient vers la Chine. vers la Chine. Oui. Alors, aujourd'hui, la Chine a profité de la délocalisation et en Europe occidentale, et même en Occident en général aujourd'hui, on commence à se poser des questions de la relocalisation. Exactement, des c'est ce que entreprises. j'allais dire, oui, parce Parce que finalement on se rend compte qu'on a trop fait pour la Chine. Et jusqu'à ce que il s'est produit un sous-emploi, même en Occident, en faveur de la République populaire de Chine. Oui, parce que délocaliser, c'est-à-dire mettre des Européens au chômage. Et effectivement, parce que Et donner un du travail aux entrepreneur, Chinois. il cherche à faire baisser le coût Oui. de production. De production. Et c'est ce qu'a fait Voilà. la République populaire de Chine. Et les Occidentaux sont tombés effectivement dans le piège. Ils s'étaient attirés. Alors, mais maintenant que le niveau de vie s'est relevé en République populaire de Chine, inévitablement, il se pose la question en Occident pour... beaucoup de mouvements d'ailleurs populistes sont actuellement en vogue pour réclamer la relocalisation, c'est-à-dire la démondialisation comme ils l'appellent. Moi, ce que je voudrais, pour revenir à toutes ces... La question, c'est comment la RDC peut implémenter tout ça. Alors, ce que nous avons trouvé comme, et si vous voulez, un moyen important pour aussi trouver une solution au décollage économique de la République démocratique du Congo, c'est à faire du contrat chinois, au niveau des grands principes. Alors maintenant, au niveau de la pratique même de la réalisation de ce contrat, ça c'est une autre affaire, mais l'idée était extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons des matières premières dont la République populaire de Chine avait besoin, Oui. Et nous n'avons pas d'infrastructures. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les infrastructures dont dépend la croissance économique notamment les routes, vous avez cité. Comme j'ai dit tout à l'heure, à ce qui concerne les routes. Alors, là, le gros problème qui s'est posé à l'époque, c'est qu'on sortait des mesures de désendettement de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, nous étions un pays pauvre, considéré comme un pays pauvre, très endetté. Très endetté. Parce que la dette de la République démocratique du Congo... PPTE, on disait à l'époque. PPTE était à peu près de 10 milliards de dollars. Alors, nous, avec la République populaire de Chine, on a voulu conclure cet accord au niveau de 10 milliards de dollars, c'est-à-dire que construire des infrastructures pour 10 milliards de dollars et en échange, en contrepartie, la Chine pouvait se payer sur les matières premières en termes de contre-valeur. Alors, donc l'idée était extraordinaire. Oui. Alors, maintenant, au niveau de l'application de ce contrat, c'est là que le problème se posait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le contrat, une clause avait prévu que s'il y avait un problème au niveau de l'application de ce contrat, il fallait trouver un arrangement à l'amiable.
Donc, puisque le relèvement économique de notre pays dépend aussi de la coopération avec la République populaire de Chine, nous devons trouver un compromis. Ça ne sert à rien d'engager un bras de fer, inutile. Ouais. Et moi, j'estime que le voyage du chef de l'État en Chine est, pour moi, salutaire. Je crois qu'il était grand temps qu'il y aille. S'il y avait des erreurs qui ont été commises, alors il faut pouvoir les réparer. Oui. Peut-être revisiter ce contrat et voir où ça ne va pas au niveau de l'application. Les experts pourront examiner et trouver une solution. Et la coopération avec la Chine est vraiment indispensable dans le contexte actuel. C'est une coopération qui date quand même de 50 ans. 50 ans, sauf que... moi je me souviens, j'ai rencontré les premiers coopérants chinois. Oui. C'était en 72 quand j'arrive dans la ville de Bumba, oui, mais il y a deux temps. Il y avait 2 temps. Il y avait un moment où, quand nous coopérions à l'époque du président Mobutu avec la République populaire de Chine, oui, c'était encore une économie fermée aux capitaux extérieurs. Exact, exact. Mais oui, l'ouverture de la Chine, c'est particulièrement après la chute du mur de Berlin. Du mur de Berlin. C'est à partir de ce moment-là que, oui, que ça a commencé. Exact. Que la Chine a tout fait pour attirer les capitaux extérieurs. Donc nous devons nécessairement coopérer avec la première puissance économique aujourd'hui. Et en plus, c'est un pays émergent qui est passé de la situation de pays en voie de développement en pays développé aujourd'hui. Donc la RDC, sans copier la République populaire de Chine, doit s'en inspirer parce que nous devons tout faire pour attirer les capitaux extérieurs en quête d'opportunités d'investissement, pour la création d'emplois et la création de richesses, afin de diminuer le nombre de sans-emploi en République démocratique du Congo. Comme vous avez remarqué, oui, actuellement, beaucoup de gens parlent du chômage, mais sur le plan technique, n'est chômeur qu'une personne qui avait un travail et qui l'a perdu. Mais il y a des gens chez nous qui n'ont jamais travaillé. Des sans-emploi. Et des sans-emploi. Par conséquent, la meilleure façon, c'est que nous bénéficions d'une formation professionnelle importante, parce que l'attrait des capitaux extérieurs est soumis d'abord à la première condition, c'est l'amélioration du climat des affaires. Exact. Nous devons tout faire pour sécuriser les investissements. Le chef de l'État, il met un point d'honneur quand même. Mais en même temps, il faudrait que les investisseurs qui arrivent chez nous trouvent une main-d'œuvre qualifiée. Vous avez raison. Oui. Si on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée, alors ce serait pas du tout correct que l'investisseur vienne avec les emplois. Avec sa propre main-d'œuvre. Ce serait encore de l'importation de la main-d'œuvre. Ce n'est pas normal. C'est dépassé tout ça. Donc, nous devons préparer l'attrait de ces capitaux extérieurs dont dépend le relèvement économique et social. Il faut donc donner plus de moyens à l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. Et c'est pour cette raison qu'il faut justement développer la formation professionnelle à travers toutes les provinces. Les institutions. L'INPP devait être représenté dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Si on avait... et avec les mêmes moyens. Avec les mêmes moyens. Oui. Ce serait extraordinaire. Parce qu'en ce moment-là, on éviterait même l'exode rural, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui quittent leur province. C'est vrai. À la on ferait donc d'une pierre deux coups. Vers Kinshasa. Oui. Donc, mais, honorable, oui, vous avez parlé de l'importance pour le Congo, oui, de commercer avec la Chine. Oui. Mais moi j'ai vu, je ne sais pas comment vous allez commenter ça, mais j'aimerais quand même vous entendre commenter l'arrivée du chef de l'État en Chine. Tout le protocole mis autour. N'est-ce pas peut-être le contraire? N'est-ce pas plus la Chine qui a besoin de la RDC? Visiblement, c'est ça que ça a donné à voir.
Non, parce que la Chine a besoin d'abord de nos matières premières et a besoin aussi d'opportunités d'investissement dans notre pays. Donc, la poursuite de la croissance en République populaire de Chine est aussi, quelque part, fonction de la coopération avec la République démocratique du Congo, qui est un pays qu'on qualifie toujours de scandale géologique. Scandale en tout point, pas que géologique. Pas géologique, voilà. et même sur le plan agricole. Oui. Donc, et nos femmes sont très belles. C'est très aussi. Alors, il faut à tout prix, il y a un potentiel de croissance énorme dans la coopération avec la République populaire de Chine. Donc, il était grand temps que le chef d'État y aille. Et je pense que beaucoup d'accords ont été signés. Oui. Il a été prévu aussi, effectivement, la révision, comme tu veux, l'arrangement à l'amiable, oui, pour ce qui n'a pas marché dans l'exécution du contrat chinois. Tout à fait, mais cela n'empêche en rien le renforcement de la coopération avec la République. Dans d'autres matières aussi. Effectivement. Voilà. Parlons maintenant de ce qui est en train de se préparer maintenant. Je vais parler du 9e jeu de la francophonie. Qu'est-ce que... Les gens se posent beaucoup de questions. En termes de discipline, il y a des disciplines qui ne sont même pas pratiquées chez nous, qui n'ont jamais été pratiquées, que les Congolais ne connaissent même pas. Nous sommes en guerre, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes dans plusieurs domaines, et on se permet de prendre l'organisation d'une telle manifestation. Qu'est-ce que le Congo va y gagner? C'est le Congolais qui se pose des questions. Mais non. Que répond le diplomate? D'abord, la RDC, c'est le premier pays francophone du monde. Donc c'est très, très important. Et quand bien même. Oui, oui. Mais quand bien même, il faut quand même bien comprendre que le rayonnement international de la République démocratique du Congo est important. C'est aussi une manière de vendre la République démocratique du Congo à l'extérieur. Ça montre effectivement que c'est un pays où il faut bon vivre, c'est un pays où on peut venir assez facilement investir. Donc, ces Jeux de la francophonie est aussi une grande ouverture, une bonne manière aussi de donner une belle image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Nous devons nous en féliciter. Et c'est très important. Je crois qu'on ne peut pas reprocher à la RDC d'organiser les Jeux de la francophonie. Et s'il y a des disciplines qui n'existent pas en République démocratique du Congo, bien entendu, nous devons tout faire pour que le Congo fasse les découvre et se mettent à les pratiquer. Les jeunes Congolais, ils sont très nombreux. Effectivement. Voilà, qui aiment le sport, oui. Qui seraient peut-être touchés, séduits par une discipline ou une autre. Exactement. Voilà. Mais il y a aussi toutes ces infrastructures qui vont demeurer. Les stades qui sont construits. Vont demeurer, voilà. Et justement, et ça permet à la jeunesse congolaise, demain, d'avoir une diversité de moyens, oui, pour développer leur talent sur le plan sportif, et ce qui peut effectivement remédier aux carences dont vous parliez tout à l'heure par rapport à certaines disciplines. Donc je crois que c'est une très bonne chose pour le rayonnement diplomatique de la République démocratique du Congo. Voilà, nous notons. Mais alors, au-delà de tout cela, c'est vrai qu'il y a derrière aussi le fait que toutes ces infrastructures, comme nous disons, pourraient être utilisées demain par les fédérations, par le comité olympique national, oui, pour organiser aussi d'autres manifestations, d'autres tournois, avoir un grand rendez-vous sportif dans un domaine XY qui se déroule au Congo. Par exemple, des meetings d'athlétisme au plan régional ou au plan sous-régional, mais qui sont maintenant des rendez-vous
À Kinshasa. À Kinshasa. Voilà. Et alors, grâce à ces infrastructures qui nous auront été léguées par les Jeux de la francophonie. Et voilà, donc c'est la République démocratique du Congo, il y a tout à gagner. Qui gagne. Et effectivement. Oui. C'est pour ça que, vous voyez, il y a énormément de conférences internationales qui se déroulent ailleurs, sur le continent africain, mais pas en République démocratique du Congo, parce qu'on n'avait pas d'infrastructure. Mais regardez, rien qu'avec la coopération avec la République populaire de Chine, ce qui va naître maintenant devant le Palais du Peuple, le centre artistique et culturel. Oui. Là aussi... Où sera logé, entre autres, l'Institut national des arts. Mais voilà, c'est l'œuvre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Donc il faut qu'on arrête de faire une mauvaise publicité pour la Chine, parce que la Chine est un partenaire important de tous les grands pays occidentaux aujourd'hui. Et pourquoi il ne serait pas pour le Congo aussi? Tous les chefs d'État font le défilé de Pékin. Oui. Regardez, le président Macron y était, oui. Le chancelier Scholz y était. C'est pourquoi je posais la question de l'accueil du président Tshisekedi, qui n'a rien de pareil avec l'accueil réservé aux autres chefs d'État. Ah oui, quand même. Il a été bien accueilli, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand je dis rien de pareil, pour moi, c'était... Oui, mais parce que c'est la... Il y avait quelque chose de plus haut, quoi. C'est la République démocratique du Congo. N'est-ce parce pas? Que la Chine profitera plus de la République démocratique du Congo que de tous ces pays, particulièrement en raison des matières premières dont regorge notre pays, et dont la République populaire de Chine a besoin. Donc, et c'est un grand marché aussi pour la République populaire de Chine. La République démocratique du Congo est un pays continent. Et donc, c'est tout à fait normal qu'un accueil particulier et fastueux ait été réservé à notre président de la République. Et c'est tout à notre honneur. Et moi, j'aimerais effectivement que cette coopération se renforce davantage, parce que moi, j'estime que le devenir de la République démocratique du Congo, c'est vers ce pays émergent, qui était dans la même situation que nous, le Brésil, mais qui ont trouvé des moyens particuliers pour rattraper le retard dont ils étaient l'objet par rapport aux pays développés, et c'est ce que nous devons faire. Donc ici, c'est pour ça que je considère que il y a un effort constant que nous devons continuer à mener dans notre pays pour rattraper notre retard. Parce que ce qu'a fait la Chine, sans matières premières, pour devenir la République et la première puissance économique du monde, nous avons ce qu'il faut. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement l'expertise. Et cette expertise-là, elle s'apprend. Oui. Mais la Chine est allée l'apprendre, elle est allée la chercher en Occident. Elle est allée l'apprendre en Occident, en ouvrant son pays aux capitaux extérieurs. Oui. Donc, moi, je pense que la RDC peut aussi être l'atelier du monde par l'attrait des capitaux extérieurs, parce que nous avons des matières premières, mais nous ne pouvons pas les exploiter nous-mêmes, et par conséquent, améliorons le climat des affaires, formons la main-d'œuvre qualifiée, sécurisons les investissements, et tout peut décoller en un rien de temps. Sécurisons les investissements. Ouais. Quand j'entends ce mot, j'ai le regard vers l'est du Congo, où le sang coule encore, qu'il a encore coulé dernièrement, où on découvre encore des fosses communes, où tous les jours les femmes pleurent et les enfants meurent. On se dit que ça représente aussi un frein sérieux qui met la République démocratique du Congo sur le reculoir. Au-delà de tous les efforts qui sont fournis aujourd'hui par le gouvernement de la République, il y a toujours ce plomb
qui vous interdit d'avancer à la vitesse que vous voulez imprimer vous-même à votre économie, parce qu'il y a cette guerre, parce que les capitaux doivent servir à l'achat de matériel, doivent servir à nourrir les militaires qui sont au front, doivent servir à ceci et à cela pour ramener la paix au pays, et l'économie s'en trouve fortement touchée. Effectivement. Et là, encore une fois, ça ramène dans notre relation avec le Rwanda. Et c'est tout à fait clair, parce que il y a deux sortes de groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des groupes armés qui utilisent les moyens asymétriques, et là, effectivement, c'est de la responsabilité du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que en RDC qu'on trouve ce genre de situations, non seulement sur le continent africain, et même en Europe. On voit aussi, il y a certains actes terroristes qui sont commis. Mais le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est la question du M23. Le M23 qui utilise les moyens conventionnels. Et là, encore une fois, quand on parle du M23, on parle du Rwanda. Le seul moyen pour nous de contrer cela, c'est la montée en puissance dissuasive des forces armées congolaises, mais en même temps à être inventif et créatif sur le plan diplomatique. Parce que vous avez remarqué que Kigali entretient de très bonnes relations avec tous les pays du continent. Et ça doit nous faire réfléchir. Donc, il est important que tout ce qu'il y a... Au point que tous nos plaidoyers sont étouffés au profit du Rwanda et des déclarations qu'il fait. Mais tout à fait, c'est-à-dire que ça doit nous faire réfléchir. Et nous devons, prendre conscience de cela et réunir tout ce qu'on a comme expertise sur le plan diplomatique pour opposer à... Vous pensez que ce qui se fait maintenant sur le plan diplomatique, c'est pas assez? Non, mais je crois que ce n'est pas encore assez. Je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer parce que Kigali a une longueur... Ça fait des années, ça fait des décennies qu'on parle que la diplomatie congolaise arpente tous les continents pour parler au profit du Congo, pour démontrer par A plus B. J'ai vu encore, il n'y a pas longtemps, un tweet qui est devenu viral d'ailleurs sur le net du ministre de l'économie Vital Kamerhe en Inde, qui carrément, la presse parle de recadrer un représentant rwandais sur le rôle néfaste du Rwanda, sur le rôle néfaste de M23, sur tous les massacres qui se font, pour démontrer à la face du monde que c'est le Rwanda qui est agresseur, bien qu'ils sont en train de le nier par mots et par mots. Est-ce qu'on n'arriverait pas, on ne devrait pas arriver un jour à se dire, ok, on a tout fait, mais on n'a rien pu obtenir au profit de la paix en République démocratique du Congo. On oublie tout ça. La communauté internationale va dans le sens du Rwanda. On oublie la démocratie, on oublie, excusez-moi, la diplomatie. On y va, on marche sur le Rwanda. Non, pas du tout. C'est Napoléon qui disait que la politique extérieure d'un pays, c'est sa géographie. Malheureusement, on ne peut pas déplacer le Rwanda. Le Rwanda sera toujours là. Il a dit aussi, Vital Kamerhe. Voilà. On ne peut pas déplacer le Rwanda. Et puis, et le Congo non plus. Inévitablement. Et au moment où nous parlons, malgré la guerre, il y a des déplacements de la population. Quand vous allez à Goma, il y a des gens qui traversent tous les jours et qui vont au Rwanda. Qui habitent à Gisenyi, qui travaillent à Goma. Et vice-versa. Par conséquent, ça montre qu'il y a quand même une relation qui demeure, malgré que le fait que les relations diplomatiques aient été rompues. Par conséquent, nous devons continuer à bien réfléchir sur cette question diplomatique. Les ressources diplomatiques ne sont pas encore épuisées. Il faut trouver le meilleur narratif. Il faut nécessairement trouver le meilleur, exactement comme vous dites. C'est-à-dire que nous devons à tout prix
rechercher à décrypter ce que cherche Kigali par rapport à la République démocratique du Congo. Le fait, cette ancienne, de chaque fois revenir sur l'exploitation de nos richesses, je pense que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut aller au-delà. Regardez par exemple l'exemple d'Israël. Israël est au milieu de pays arabes. Et Israël aussi est en train de procéder à une politique de colonisation, mais sous le regard complaisant de la communauté internationale. Voilà. Voyez. Et ça fait longtemps que le peuple palestinien lutte pour la reconnaissance de ses droits, mais ces droits ne lui sont pas encore accordés. Est-ce à dire que les intérêts de la communauté internationale sont plutôt ailleurs que là où les cherchent les communautés nationales? C'est pour cette raison qu'à mon avis, nous devons à tout prix décrypter ce que cherche Kigali en République démocratique du Congo. Et si la communauté internationale il y a un consensus sur ce plan ici, à partir de ce moment-là, on peut facilement trouver un bonus vivendi avec Kigali. Dire cela, ça ne veut pas dire du défaitisme, ça ne veut pas dire de la capitulation, mais, comme je l'ai dit, il faut concilier la montée en puissance dissuasive des forces armées congolaises et la recherche vraiment alors inévitable sur le plan diplomatique pour décrypter les vraies intentions de Kigali. Qu'est-ce qui fait que Kigali ait une longueur d'avance sur le plan diplomatique que nous devons le savoir. Une fois qu'on a compris, je crois que ce sera un début de solution pacifique que tout le monde attend en République démocratique du Congo et qu'on revienne au bon sentiment. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, honorable Léonard Chez Okitundu. C'était un plaisir en tout cas. Mais on va parler de vous pour terminer. On va parler de vous-même. Vous avez dit au début que vous étiez un peu mis à l'écart pour observer de loin. Maintenant, vous revenez aux affaires, vous revenez sous les lumières. Regardez, vous revenez sous les lumières. Avec quelles intentions et avec quels moyens vous avez créé un parti politique? Vous avez quitté le FCC. Ça vous étouffait de rester dans le FCC? Est-ce que vous pouviez aussi créer votre parti politique tout en restant dans le FCC? Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Union sacrée? Non, je pense que le FCC était une plateforme. J'appartenais plutôt au PPRD et qui lui-même appartenait. C'est ce que j'ai dit, en quittant le PPRD, vous pouvez créer votre parti comme vous l'avez créé, mais tout en l'inscrivant. Mais il n'empêche que depuis à peu près 4 ans maintenant, et c'est pour cela que je disais, moi je suis un acteur politique, je ne peux pas rester dans un état d'hibernation. Ce n'est pas normal. Je voulais à tout prix prendre une initiative, pas le seul, mais avec d'autres camarades, pour sortir de cet état d'hibernation pour différentes raisons. D'une part, ne pas rester inactif au moment où notre pays a besoin de tous ces acteurs, les énergies pour le relèvement, d'abord pour ramener la paix dans notre pays, pour ensuite travailler pour le relèvement économique et social du pays, afin de rattraper notre retard et puis d'exploiter les différentes ressources au profit de nos populations qui existent dans ce pays. Et par conséquent, il fallait à tout prix sortir de l'inaction. Alors, de quelle manière? Quand on a pris la décision de créer cette formation politique, c'est aussi dû à la logique implacable du scrutin proportionnel. Notre Constitution a tout fait pour que aucun parti ne puisse gouverner seul ce pays. Il faut une gouvernance partagée. Alors, pour participer à la gouvernance partagée et être à l'aise
dans un cadre qui vous permet de mettre en application vos convictions, moi j'ai décidé de créer cette formation politique qui non seulement est ouverte à l'adhésion de tous ceux qui partagent ces mêmes convictions, mais qui en même temps est ouverte à la coalition avec d'autres formations politiques afin que nous répondions à la volonté constitutionnelle de la gouvernance partagée. Et à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que tous les Congolais se mettent ensemble. Dans un contexte particulier, peut-être que vous parlez de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, oui. Parce qu'effectivement, ce qui se passe à l'Est nécessite effectivement une union sacrée. On dépasse nos clivages internes, même sur le plan politique, pour voir l'intérêt supérieur du pays, de la nation, celle de défendre l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo, ce qui nécessite effectivement que tous les acteurs politiques se retrouvent dans un certain dénominateur commun qui puisse se permettre non seulement de conjuguer nos efforts pour sauver la patrie, mais en même temps aussi essayer de tout faire pour rattraper le retard dont nous sommes l'objet aujourd'hui par rapport au relèvement économique et social que nos populations attendent depuis très longtemps. Il faudrait vraiment que le Congo puisse atteindre l'émergence et par conséquent, pour atteindre l'émergence, il faut que nous faisions tout qui est dans nos possibilités, dans les ressources intellectuelles, mais en même temps matérielles dont nous disposons pour que la RDC occupe la place qui lui revient, qui est dans le concert des nations. Voilà. Léonard chez Okitundu était notre invité ce soir dans Point de vue. Honorable, nous sommes encore une fois, on ne cessera jamais de le dire tout au long de cette émission, que nous avons été très heureux des éclairages que vous avez. Vous avez donné votre point de vue sur le voyage du chef de l'État en Chine. Vous avez donné votre point de vue sur les dividendes que pourrait tirer la RDC en organisant les 9e Jeux de la francophonie. Votre point de vue sur la guerre à l'Est. Votre point de vue aussi sur votre propre retour aux affaires. Nous vous en remercions. Nos portes sont toujours ouvertes, vous le savez, et revenez quand vous voulez, monsieur le sénateur, revenez quand vous voulez, nos portes sont ouvertes et nous vous retrouvons très prochainement. Je vous en prie. Merci. À vous aussi, aimables téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez branchés, prochainement nous reviendrons avec un autre invité, je crois qu'il sera aussi de la taille du sénateur Léonard Okitundu.